Bonjour et bienvenue à l'émission Le Bon Côté du Micro. Richard Sainte-Marie au micro avec vous pour la prochaine heure. L'émission est préparée par René Taillefer au choix musical et Richard Sainte-Marie aux entrevues, à la réalisation et au montage. Aujourd'hui, je reçois une invitée que j'aime beaucoup, je dois dire, Nicole Malenfant. Bonjour Nicole. Bonjour. Et avant de commencer l'émission, si tu permets, je vais faire ton éloge. Ça va bien commencer. Merci. Parce que je veux le dire publiquement, c'est toi qui m'as obligé à écrire, il y a de ça, je sais pas, une quinzaine d'années, et à faire de l'édition. Tu m'as pris par le bout du nez, tu me dis, viens au Conseil québécois de l'Estampe, deviens membre, viens au Conseil, occupe-toi de la revue, écris dans la revue. C'est ça qui a été pour moi le début de l'écriture qui maintenant fait partie de ma vie. Alors c'est une grande partie de ma vie que je te dois, je te remercie beaucoup. Une belle aventure. C'est une belle aventure. On écrit ensemble d'ailleurs un livre dont on va parler sûrement, le Code d'éthique de l'Estampe originale pour le Conseil québécois de l'Estampe. On l'a écrit ensemble, mais c'est surtout toi qui l'as écrit, il faut dire. Mais il y a des bouts, on ne sait même pas qui a écrit quoi. Il fallait être deux pour le penser. On va parler d'Estampe aujourd'hui. Alors, Michel Melot appelle ça le péché véniel de la gravure, de l'Estampe. Comment une œuvre d'art peut être originale si elle est imprimée à plusieurs exemplaires? Michel Melot voyait à ce moment-là la problématique entre l'original, c'est une œuvre unique, et quand il y a des multiples, il y a comme quelque chose qui se diffuse. Donc, peut-être en fonction de la valeur de l'œuvre d'art, comment peut-on valoriser finalement une œuvre quand elle n'est pas unique? Alors, c'est peut-être ça un peu ce qu'on pourrait considérer comme cette fameuse faute, peut-être pas le péché, mais la faute. Effectivement, moi, c'est une phrase qui m'a marquée. Après le code d'éthique, j'ai cherché longtemps à résoudre en me disant, j'ai trouvé chez un autre auteur qui s'appelle Genette, donc un grand théoricien, un grand philosophe, qui, lui, considère que on n'est pas les seuls à avoir de la multiplication. Il y a la photographie qui partage le même défaut, la même faute. Aussi un peu, à un degré très différent dans la pratique, la sculpture qui est faite à partir du moulage et la tapisserie qui permet quelques versions aussi. Dans un certain sens aussi, la musique, puisqu'on a des CD, donc on a des reproductions d'un concert. Oui. Le concert se répète chez soi à des millions d'exemplaires. Oui. Eh bien, justement, on est pris avec un problème assez complexe quand on regarde la question du multiple. Or, effectivement, ça nous prend un plan, presque une espèce de grand plan des catégories, un classement, donc un classement philosophique et esthétique, et c'est Genette qui l'a apporté. Parce que, d'une part, pour lui, il n'y a pas de problème avec cette histoire d'unicité, avec le multiple, dans le sens où, dans le cas de la gravure et de la photo, le fait que nous ayons une matrice, on travaille et le premier produit qui sort du processus créateur, finalement, est une matrice qui va permettre la multiplication. Mais et cette matrice est unique. C'est unique et on peut pas, mais on l'expose pas. On l'expose pas, oui. Effectivement, c'est pas l'œuvre finale, mais justement, il distingue dans les œuvres originales les œuvres qui sont construites en deux étapes, c'est-à-dire l'étape unique. Oui. Et après ça, la multiplication des exemplaires. Mais il dit, étant donné qu'il y a une étape unique, la matrice, on est encore totalement dans les arts que lui appelle d'immanence, c'est-à-dire qui ont un produit concret, qui se réalisent avec des produits concrets. Et finalement, cette étape-là, elle est unique. Après ça, il y a un autre processus qui fait que ça se multiplie. Dans le cas de la musique ou de la littérature, et je dirais même des performances de d'autres types de créations, dans le cas d'un CD ou d'un livre, pour lui, c'est tout simplement des arts dont il dit qu'il n'y a non seulement pas de produit unique, mais il n'y a pas non plus comme de document original ou enfin très éphémère, et qui ne prennent pas de valeur, contrairement à l'œuvre unique. Si tu achètes un CD, à moins que tout à coup, un CD prenne une valeur de collection à cause de sa rareté. Ça, c'est pour d'autres raisons. Ouais. Il faut séparer la question de la valeur de la question de l'identité d'une œuvre d'art originale.
on cherche toujours à trouver des critères de valeur. Or, il faut pas faire ça. Dans le cas, par exemple, d'un CD, chaque CD ou chaque livre, par exemple, d'un auteur ne prendra pas de la valeur spéciale. Chaque exemplaire vaut le même prix. Et l'œuvre ne tient pas au support. C'est pas le CD qui a une valeur. La matière du C'est la CD, musique qui est dedans, oui. elle est à l'intérieur. L'œuvre est presque comme virtuelle, conceptuelle quelque part. Elle est à l'intérieur. Donc, Tandis qu'en gravure, on a un objet. En gravure, notre exemplaire est matériel et a une matérialité spécifique. Même le papier participe à l'esthétique de l'œuvre, alors que le livre, le papier, il y a des facteurs pour le prix. Ouais. Ou bien quelqu'un dit, bon, ça sera mieux d'avoir un meilleur papier pour la pérennité, mais finalement, c'est pas ça qui est important. Non, c'est pas, à moins de faire un tiré à part de quelques exemplaires sur un plus beau peu papier. Plus luxueux. Ce qui est spécial avec la gravure, c'est que l'œuvre existe quand la première copie est imprimée. Effectivement, elle existe quand elle est imprimée pour la première fois, mais elle peut s'imprimer en de multiples exemplaires, identiques ou non, à partir de cette matrice. Il y a un autre sens à l'originalité aussi, on en a parlé déjà ensemble. Une œuvre d'art peut être originale au sens d'une gravure originale, mais être absolument insipide. Par exemple, je peux imprimer une facture, je peux imprimer un diplôme, ma liste d'épicerie en eau forte avec un papier fait à la main, mais ça va être une gravure originale, mais qui n'est pas très originale. Qui n'est pas une œuvre d'art. Qui n'est pas une œuvre d'art. Alors, parlons de ça. Ah ben oui, effectivement, Richard, tu sais que le premier diplôme de l'École des beaux-arts a été fait en gravure originale. Les diplômés avaient des gravures, mais c'était un diplôme. C'était un diplôme, mais en gravure originale, oui, au plan technique, bien entendu, parce que c'était fait artisanalement et tout. On a tendance à penser que parce que c'est fait à la main, parce que c'est artisanal, parce que ça a des qualités au plan qu'on appelle les qualités techniques du langage, du grain, etc., de ce qui apparaît visuellement sur le papier, on a tendance à penser que ça en fait automatiquement une œuvre d'art. Je pense que non, c'est justement, il faut distinguer. Une œuvre d'art, c'est vraiment le fruit d'un processus créateur. C'est l'artiste qui fait que, finalement, ce que j'appelle le produit du processus. Donc, il élabore un processus dans lequel il s'investit, il prend des décisions et en plus, il apporte un côté innovateur, c'est-à-dire il découvre, lui, des possibles qui n'étaient pas révélés avant. Et c'est pour ça, quelquefois, même que je dirais que l'artiste, et surtout au 20e siècle, a découvert des qualités à travers des matériaux banals, pauvres. Pourquoi? Parce que c'est le regard de l'artiste et sa façon de concevoir et de faire émerger ces qualités-là qui font que il y a une œuvre originale, c'est-à-dire quelque chose qui nous fait découvrir, qui nous fait vivre une expérience qu'on n'a pas pu penser avant. C'est la grande découverte. Alors que finalement, exécuter de façon impeccable ce qu'on appelle une gravure, une image, c'est pas l'exécution qui est importante. C'est la création de l'image même, de créer une nouvelle proposition. Mais en même temps, paradoxalement, les estampillés se définissent souvent par le métier qu'ils exercent. Graveur sur bois, eau forte. Ils insistent beaucoup sur la qualité matérielle de leur rendu, du métier. Oui, je dirais ils n'ont pas tort. Il y a une qualité du métier. Maintenant, je parle de main intelligente. Je dis, vous savez, on peut avoir des idées pour les arts plastiques, mais il faut tout de même avoir une main qui sait les exécuter. C'est fait à la main, mais il faut que la main soit intelligente. Il faut que la main soit pas mal intelligente parce que on a beau avoir une idée ou quand on fait un dessin, par exemple, bien voir le sujet qu'on veut exécuter. La main doit avoir un instinct pour pouvoir transcrire quelque chose. Et c'est toujours un peu surprenant quand on fait une création par le dessin ou par peu importe dans quel médium. La main trouve une sorte de gestuelle, s'adapte à l'outil, s'adapte à un paquet de facteurs, essaie de traduire ce que l'œil a vu en signes. Et ça se décode pas de façon, je dirais, rationnelle. Il y a un plan de match au début, là. L'artiste dit, il se donne quelques balises, puis après ça, souvent, il va laisser la main
trouver le chemin pour exécuter. C'est drôle Et les parce que- grands exécuteurs, hein, Ouais. ils font des choses qui nous émerveillent. On s'émerveille des fois nous-mêmes Ouais. de ce qu'on Et fait. il faut faire confiance à ses mains aussi, qui savent mieux que notre tête des fois, autrement dit. Albert Oui. Einstein disait, le bout de mon petit doigt sait que 2 plus 2, ça fait 4. Oui, oui, moi je suis toujours émerveillée en tout cas dans les expériences, c'est des expériences de dessin et de gravure. J'ai toujours, quand justement on a cette qualité d'exécution, j'aime mettre ma main au défi. Alors je lui donne un mauvais outil, alors que elle n'a pas l'outil adéquat pour exécuter un travail fin. Et mon œil, lui, il voit des détails très fins. Alors, ma main est prise avec un outil qui n'est pas capable d'exécuter du tout qu'est-ce que l'œil voit. Eh bien, si je l'oblige à travailler, elle va travailler instinctivement, elle va trouver. C'est absolument incroyable de voir que la main chemine par elle-même dans un dialogue avec son outil, avec ce qui apparaît aussi sur la plaque ou sur le papier. Et en même temps, je pense que la réflexion de l'artiste fait des hypothèses. Il imagine que ça va donner à peu près ceci ou cela, mais il fait confiance au hasard aussi. Oui, Il y a à parce la que fois l'artiste aime être surpris lui-même de son propre travail. Oui, je pense qu'une œuvre doit pas être uniquement quelque chose qui colle totalement à notre personnalité, à ce qu'on sait de nous, mais révèle quelque chose qu'on ne sait pas de nous et même une étrangeté quelque part. C'est-à-dire, on est surpris par ce qui est différent de ce qu'on s'attendait. Et ça, je pense que ça fait partie du processus créateur. La capacité pour un artiste aussi, de penser que ce qui s'attendait pas, d'inattendu, finalement fait partie intégrante de l'esthétique qu'il va poursuivre. Oui. Il doit accepter cette étrangeté, parce que l'œuvre est détachée de toi, c'est pas toi. Mais tu dois l'assumer C'est ta complètement. créature, ouais, c'est Ouais, ça, tu ouais. dois l'assumer complètement, probablement comme des enfants qui sont différents de toi, mais qui en même temps originent de toi, te ressemblent. Donc, il y a cette similarité, mais quelque chose qui te dépasse. On retrouve ça dans certains écrivains qui disent que leur personnage de leur Oui, roman, par exemple, Tournier évolue, a et puis dit. ça ne le regarde plus. On dirait Oui. qu'il a perdu l'autorité sur son personnage. Des fois, on dit, mais c'est lui l'auteur. Justement, le personnage a sa propre réalité tout d'un coup. Oui, Il faut être Michel capable de la Tournier en suivre. parlait, hein, tu sais, dans le livre Le vent Paraclet. Il dit à un moment donné, on n'est plus maître de notre roman. Le personnage, tout à coup, qu'on a créé, décide d'aller à Marseille. On est obligé de le suivre pour pouvoir continuer à écrire, sinon c'est pas possible. Donc, pour moi, l'aventure créatrice, c'est quelque chose où l'artiste sait où est-ce qu'il démarre, mais se met en situation de faire émerger quelque chose de l'œuvre et qui, à un moment donné, l'œuvre le domine, l'œuvre oblige la main, le cerveau, à prendre des décisions qu'il n'avait pas prévues. Et c'est là que je pense que se situe l'originalité, comme on dit, le quelque chose d'extrêmement différent, le quelque chose de surprenant qui émerge d'une œuvre. Donc, il y a la qualité technique, bon, mais tant mieux. Il y a des grands artistes qui ont une qualité technique, qui sont capables, on dirait, de la transcender. C'est-à-dire, faut pas qu'elle paraisse. Quand tu regardes une danseuse faire un pas gracieux, tu penses pas aux heures qu'elle a mis pour Si tu essayer y de... penses, ça veut dire que c'est pas réussi. C'est pas Faut Comme pas on- que tu sentes l'effort. Ouais, Même les gens se leurrent sur cette histoire-là parce qu'ils pensent qu'une œuvre se fait sans effort. Tu le sais dans Ouais. l'enseignement. C'est le propre de l'art, que ça soit. Oui, paraisse sans que effort. ça l'aille Ouais. pas. Mais je dis souvent à mes étudiants, écoutez, vous savez, il faut pas que vous attendiez à ce que ça vienne spontanément. Il faut que ça ait l'air spontané. Mais finalement, c'est souvent beaucoup d'efforts pour réussir à faire émerger cette légèreté de l'œuvre d'art. Et pour moi, ça, c'est aussi un facteur extrêmement important. C'est-à-dire, à travers tout le processus qui est extrêmement difficile pour l'artiste, parce qu'il est en terrain inconnu, il faut qu'il y ait une évidence qui émerge de ça. Finalement, c'est ça. Il y a une légèreté. On voit disparaître, pareil comme s'il n'y avait pas eu d'effort. Si on parlait de technique maintenant, Nicole Malenfant, un peu pour les auditeurs, pour faire l'inventaire rapide des différentes sortes de gravures, parce que moi j'ai en tête un collectionneur, quelqu'un qui s'intéresse à l'art, ou quelqu'un qui serait pour un premier achat, par exemple, un début de collection. Bon, ben allons-y avec les grandes catégories les plus connues et de façon historique, c'est-à-dire
gravure sur bois, qu'on appelle aussi gravure en relief parce qu'elle est imprimée à la surface d'une planche. Parce que quand on grave dans la planche, ce qu'on gosse, comme on dit, ce qu'on Ouais, sculpte, c'est blanc. C'est blanc, il ne sera pas imprimé. Il ne sera pas imprimé. OK. Donc, ça exige aussi une certaine pensée chez l'artiste. Donc, on a à la fois les œuvres qui vont avoir été pensées en noir. Ça, c'est toujours très intéressant. Je suis encore toujours surprise d'une gravure sur bois. Elle est souvent qu'en noir et blanc, bien qu'elle peut être en couleur. Mais finalement, il y en a qui ont pensé leur image en un trait noir, puis qui vont laborieusement couper, tailler autour de leur trait noir. Alors que tu as une deuxième catégorie d'artistes qui, on appelle ça la manière blanche, qui vont tout simplement tailler des blancs. C'est-à-dire qu'ils taillent des lumières, comme quand on dessine avec un crayon blanc sur un papier noir. Ils vont tailler des blancs. On appelle ça l'approche en manière blanche. Alors, on connaît la manière noire, mais ça, c'est en manière blanche pour distinguer finalement d'une taille d'épargne. Donc, la première, qui est celle de créer un trait noir. On épargne le noir. On épargne le noir et on creuse autour. Alors, ça, c'est grosso modo 2 catégories, bien qu'aussi on se serve de certains termes comme gravure sur bois de boue ou gravure sur bois de fil, dépendant de la planche qu'on utilise. C'est ça, et linoléum. Ah ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est comment je dirais, c'est le support de la matrice qui définit des termes, mais en même temps, parce qu'il y a une richesse de termes. On ne peut pas utiliser qu'un seul terme. Il y a une richesse de termes qui ont toutes leur petite définition. Donc, il y a les termes qui définissent la matrice, la gravure sur bois, une gravure sur métal. Et par contre, il faut tenir compte de l'approche, donc en manière noire. Parce que quelqu'un qui travaille en manière blanche, il pense... Il pense blanc. Il voit du blanc. Il pense lumière. Il pense lumière. L'autre pense dessin en plus. Oui. Si on regarde Moi, j'ai été dans des musées, j'ai vu des gravures de Holgate, qui est un de nos grands graveurs. Et c'est rare que c'est identifié même que c'est une gravure sur bois debout, parce que ces manières blanches sont souvent faites sur bois de boue, donc des planches dans la tranche de la planche et qui sont un grain très serré et qui se travaillent avec des petits burins. C'est comme si on avait à la place de sculpter dans le côté de la planche, ouais, dans le bout de la planche. C'est dans la tranche là, dans laquelle on voit tous les âges du bois. Donc c'est plus dur sculpter là, c'est beaucoup plus dur. C'est pas plus dur, mais le grain permet de sculpter dans tous les sens. Alors que quand on va dans la planche, dans le bois de fil qu'on appelle, ça se sculpte bien dans le sens des fils, ça s'échiffe dans l'autre sens. Ça fait une gravure qui est plus expressionniste avec des bois de fil parce que le bois a tendance à éclater. Ça arrache, Et les expressionnistes allemands, par exemple, ont fait des merveilles avec ce qu'on appelle en création la résistance du matériau. C'est-à-dire le matériau qui est pas souple. Ben eux, ils ont tenu compte qu'ils ont presque arraché le bois des fois pour créer. C'est très, très violent avec la matrice. Mais on peut prendre aussi, aujourd'hui, on peut prendre même des contreplaqués. Ben aujourd'hui, on prend surtout des contreplaqués, mais on fait pas comme les Japonais avec toutes les petits cerisiers. Des contreplaqués très chers. Des contreplaqués avec un fini qui nous permettent de toute façon d'avoir des grains parce que plusieurs graveurs vont essayer d'imprimer aussi avec un peu de transparence pour qu'on voit le grain du bois. Donc, j'appelle ça l'empreinte. Alors, c'est une notion qui est très importante aussi en gravure. C'est l'empreinte de la matrice, la présence de ce fini de la matrice. Donc, on voit le grain du bois, on voit le grain du métal, bien que certains types de gravures, des fois, vont nous sembler plus uniformes. Mais il y en a d'autres qui vont aller chercher ce que j'appelle vraiment la notion d'empreinte. On sent la matière, la présence de la matière à travers son empreinte. Ça, je pense que c'est une chose qu'il faut apprendre à être sensible parce que ça fait partie un peu comme la sonorité, c'est un peu comme en musique, c'est un instrument, il peut être très différent en sonorité d'un autre. Donc, c'est un peu ça, la sonorité, c'est la matière de la matrice. Ces choses-là, c'est en fréquentant les œuvres qu'on fait. C'est sûr que la première fois qu'on voit une gravure sur bois, on ne voit pas ça. Non, on voit rien que l'image. C'est déjà très bien. On voit l'image en noir, on regarde pas, bien sûr, tous ces petits aspects que je suis en train de raconter. Là, je raconte ça parce que j'ose espérer que ça va susciter beaucoup de curiosité chez ceux qui écoutent l'émission et puis ils vont se dire...
Mais dire... à force ben de là, fréquenter ce genre de travail, on va reconnaître toutes ces finesses-là. Hop, Oui, si oui, c'est oui, arraché, oui. on voit le bois à travers Ah l'encre. oui, oui, on serait capable de monter on devrait faire ça un jour, hein, un grand CD sur ce genre de langage. Alors, je parle un peu technique aujourd'hui, mais en fait, c'est pour dégager la notion aussi de langage esthétique qui provoque en tout cas une sorte de sensibilité, un peu comme on a une sensibilité musicale à certaines sonorités. Les musiciens distinguent tel piano de tel autre. Bon. Il faut dire aussi dans l'expression des artistes, quelqu'un qui veut faire, mettons, un expressionniste allemand ou un Québécois véhément qui fait la gravure, de type... qui veut faire une gravure très expressive et très violente, il va pas faire de l'eau forte parce que là, c'est une question je pense il va qu'on peut... t'attirer plus Non, par le il bois, peut faire de l'eau forte, mais il ne le fera pas de la même façon. Parlons de l'eau forte, justement. Ouais. Comment il va Donc, de l'eau forte. Ah oui, ben, tout simplement en attaquant aussi le métal de façon plus violente que sage. Tu sais, alors quand je parle d'approche sage, je pense vraiment à une façon appliquée d'essayer de traduire, par exemple, par le dessin ou par des linéarités. Il va attaquer de façon plus instinctive. Parce même, que ce qu'on appelle l'eau forte, c'est de l'acide. Oui, l'eau forte, en fait, se fait sur métal. Donc, dans les grandes catégories de gravure sur métal, il faut savoir qu'on a l'attaque directe. C'est-à-dire avec des outils comme le burin, la pointe sèche, on peut... Alors moi, je prendrais carrément de la pointe sèche direct sur la planche de métal et puis... sculptée dans le métal. Je la rayerais pour créer des traits. Ça fait lever le métal de chaque côté, ce qu'on appelle une barbe, et ça crée un trait... très éclaté. Hein. C'est pas un beau petit trait fin, c'est un trait très éclaté avec la pointe sèche. Pour parler plus vulgairement, là, c'est graffiné. Puis quand l'encre va entrer dans la graphine, l'encre va entrer là, mais c'est tout plein de barbe et tout plein de... Il y a une barbe, donc ça fait un trait un peu comme s'il était poilu, là, avec une sorte de halo autour. C'est sûr que dans la pointe sèche, il y a quelque chose de très instinctif. Il y a une gestualité directe aussi. Ce que tu attaques, c'est ça que tu vas voir. Donc, le trait, c'est très direct. Tandis que dans l'eau forte, c'est vraiment un processus un peu alambiqué, un peu long, tourné à l'envers. On veut créer une image qui est en noir. Quand on la dessine, elle nous apparaît en blanc sur fond noir. Inversé et tout. Mais en fait, dans ce cas-là, dans l'eau forte, il faut savoir qu'on met un vernis sur la planche parce que c'est pas l'outil qui va attaquer, qui va creuser le trait. Et on dégage le métal de ce vernis-là. Donc, ce qui va donner l'eau forte, c'est parce que la planche, elle est creusée dans l'acide. Quand tu dis la planche, c'est la plaque de métal. La plaque de métal. Une fois que l'image, le dessin est dégagé. Et gratté, mais gratté gentiment, juste pour enlever la cire. Il est plongé dans un bain d'acide. Quelquefois des acides plus violents, mais maintenant on travaille, il ne faut pas s'inquiéter, on travaille avec des acides de plus en plus doux, de moins en moins dangereux. C'est de l'acide nitrique, je pense. Habituellement, c'est de l'acide nitrique. Maintenant, on prend du perchlorure de fer beaucoup parce que ça n'a aucune nocivité et c'est très prédictible, ça donne un très, très beau fini. Donc, l'acide va gruger le métal où il n'y a là pas où de il n'est vernis. pas protégé. Il n'attaque pas le vernis. C'est ça. Et après, on enlève le vernis et puis on imprime donc la planche. Il y a de nombreux procédés techniques qui permettent de créer quelque chose. Les parties qui sont grugées par l'acide sont creusées dans le métal. Donc, l'encre va se retrouver là et l'encre va se retrouver sur le papier. Donc, cette gravure-là, on va la distinguer de celle la gravure sur bois parce qu'il va y avoir... on la distingue toujours parce que là, il y a une sorte de relief. Il y a une sorte de relief parce que c'est dû à la presse un peu parce que le papier est mouillé quand on imprime en eau forte, en taille douce qu'on appelle. Le papier est mouillé et le papier va se mouler un peu à la plaque de métal. Donc, ça fait une petite cuvette. Ça fait une petite cuvette. Ouais. Donc, il y a une sorte de richesse, de velouté aussi dans cette image-là. C'est sûr, c'est d'une sensualité très grande. La qualité d'un bois et vraiment sa synthétisation en noir et blanc d'une image avec le moins de détails que possible, alors que dans l'eau forte, on va apprécier toutes les qualités un peu sensuelles des granulés qui servent à créer différentes textures, à rendre différentes qualités.
Dans le cas où on a une gravure en eau forte en plusieurs couleurs, ça veut dire qu'il faut une plaque pour chaque couleur. À peu près. À peu Ouais. près. Il y a des procédés pour créer plusieurs couleurs sur la même plaque, mais disons que généralement, les bons graveurs vont utiliser le plus souvent plusieurs plaques. Donc, ça implique des repérages, ça implique... et surtout que le papier mouillé, là, c'est tout... Non, mon Dieu Seigneur, oui, il faut... Le métier d'imprimeur est un métier en soi et... Il y a des gens qui sont spécialisés pour faire ça en plus, mais on peut le faire soi-même, on peut devenir extrait. Surtout les graveurs qui aiment, à partir de leur matrice, faire apparaître une image, mais pas nécessairement une image absolument identique d'une copie à l'autre, mais aiment transformer leur image à partir du procédé d'impression. À ce moment-là, je pense que c'est bon que l'artiste fasse lui-même ses impressions. Mais si on a une image dont on est entièrement satisfait, je pense que de faire appel à un très bon imprimeur, et ça n'enlève pas l'originalité. Il faut savoir que le fait qu'elle ait été imprimée par l'artiste ou pas par l'artiste enlève pas les qualités. D'ailleurs, je pense que les épreuves au 18e siècle, les collectionneurs préféraient que ça soit imprimé par un professionnel. Ouais. Mais disons que si on a une gravure tirée par Rembrandt lui-même, on peut peut-être considérer les qualités qu'il en a fait émerger lui-même par rapport à un imprimeur. Mais je pense que pour pas faire de différence de critères de qualité, effectivement, je pense que c'est surtout l'approche. Le créateur, lui, a une façon de voir les choses et de travailler qui n'est pas celui de l'imprimeur. L'imprimeur est très méticuleux. Il y a une façon très uniforme de travailler d'un artiste à l'autre, alors que chaque imprimeur a un peu sa méthodologie particulière. C'est ça, ce qui m'amène à parler de Picasso, qui, lui, quand il a fait de la litho, qui ne connaissait pas la litho, et quand il a fait de la litho, il a fait enrager les techniciens, parce que lui, ne connaissant pas ça, il a fait des gaffes par rapport aux techniciens, mais en fait, qui étaient des innovations dans le métier. Picasso, lui, si on lui interdisait quelque chose, il était assuré qu'il allait l'essayer. On l'avait averti qu'il fallait faire attention, que si on crachait sur la pierre en parlant ou tout ça, que ça allait faire des grains de graisse, puis que ça allait apparaître dans l'image. Alors, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a craché sur la pierre. Parce que la litho, c'est... La litho, c'est sur pierre, celle-là. Alors, elle a été inventée au 19e siècle, donc elle est beaucoup plus moderne, finalement. Je dirais que c'est un procédé beaucoup plus moderne qui a fait naître toute l'imprimerie offset, donc qui a permis que l'imprimerie telle qu'on la connaît aujourd'hui pour les journaux et tout, alors, c'est une grande évolution, mais qui, comme tout procédé, comme on l'a dit dans le livre, comme tout procédé, finalement, a été inventé souvent pour imprimer des journaux ou commerciaux, mais peu à peu, les artistes s'accaparent toutes ces nouveautés technologiques et découvrent des nouvelles esthétiques à travers chacun des procédés. Donc, la litho apparaît pour imprimer d'autres choses et puis les artistes se disent, il est certainement possible de trouver des nouvelles façons de faire des images. Ils étaient émerveillés d'ailleurs, parce que la litho, on voit le dessin directement sur la pierre. On dessine donc sur la pierre. On dessine sur la pierre directement. Avec un outil, un crayon gras. Avec un crayon gras, parce que ça repose sur la répulsion du gras et de l'eau. Quand il y a du gras, c'est simple, l'eau va aller mouiller la pierre, mais va se retirer sur les zones de gras. Et quand on passe un rouleau avec de l'encre grasse, l'encre va coller sur la partie grasse et n'adhère pas là où c'est mouillé. Alors donc, on a de l'encre à imprimer sur les parties grasses et ça se reporte sur le papier. Donc, on met un papier, on met un papier et puis l'encre a été que sur les parties grasses, l'eau ayant servi à empêcher finalement le gras d'adhérer sur les parties blanches de l'image. La lithographie, donc, c'est le médium qui est le plus près du dessin.
Oui, c'est le plus près du dessin parce qu'on travaille directement avec des crayons, ce qui ressemble le plus au médium du dessin, à part l'inversion, hein, gauche parce à que droite, ouais. gauche-droite, l'image s'en va dans l'autre sens, à moins Comme si qu'on on se fasse voyait dans le l'offset, miroir, comme quoi, ça. Ouais. Mais on voit tout de même le dessin relativement fidèle. Il permet aussi ce que j'appelle, qui est difficile à faire dans d'autres médiums, des dégradés. Des beaux petits dégradés là, de gris qui plongent tranquillement les uns dans les autres, alors que, bon, en eau forte, on se casse la tête pour faire ce genre d'effet-là. En litho, on peut produire une finesse. La litho aussi permet une chose, parce que la pierre est dure. Et comme on travaille sur pierre et non pas sur papier, la pierre étant dure, on peut la gratter. Donc, on peut créer des petits traits blancs, fins, qu'on ne peut pas faire dans aucun autre médium. Donc, il y a différentes approches qui donnent une finesse de dessin très, très particulière. On peut dessiner avec des jus colorés. Avec des encres, avec... C'est une technique un peu particulière. Quand j'ai commencé à enseigner la litho, parce que ça fait partie de mes spécialités, les étudiants trouvaient ça très long pour obtenir une image qui ressemblait à un dessin. C'est drôle, hein? Aujourd'hui, mes étudiants qui trouvent ça le moins laborieux, c'est ceux qui font de l'informatique. Ah oui? Ils trouvent que, finalement, la litho, c'est pas si long que ça à faire et ça a un résultat pas mal plus beau qu'une imprimante. On voit ce retour vers cette technique très artisanale de la lithographie sur pierre. La pierre permet aussi une richesse, surtout dans les tonalités avec les encres. Elle permet des taches d'une grande beauté. Alors, si quelqu'un se dit, qu'est-ce qu'il y a à regarder de particulier? C'est certainement la beauté. Les taches d'encre sont faites d'espèces de petites ridules, de petits mouvements de vagues très, très particuliers. Et pour le lithographe, c'est de préserver cette qualité-là qui est la plus difficile. Parce qu'une chimie, hein, faut pas penser qu'on fait un dessin puis que ça va sortir comme ça, comme avec une photocopie. Je sais, hein. Vu que tu m'as enseigné la lithographie, j'ai la chance d'avoir un cours privé de toi et c'est pas si facile. Il y a une chimie, hein, il y a une chimie qui... C'est l'ouvrage. C'est beaucoup d'ouvrages, on répète beaucoup les mêmes étapes. Il faut pas faire disparaître aucune subtilité, mais en même temps, si on traite pas assez bien la pierre, elle va, la grande hantise du lithographe, elle va boucher, donc perdre... C'est un travail physique. Moi, je me rappelle, j'avais travaillé sur une litho avec mon fils Guillaume. On avait compté, il faut compter les coups de rouleau pour la quantité d'encre. On avait dépassé les 3000 coups de rouleau dans l'après-midi. Il faut penser aussi au ponçage des pierres. Il faut poncer les pierres à chaque image que l'on fait. Alors, donc, c'est très, très physique. Mais moi, je te dirais que ça solidifie les muscles du dos. Hein? Oui, c'est vrai. Parce que le rouleau est très lourd. Alors. Les rouleaux, les pierres à poncer et tout. Et il faut entraîner les étudiants tranquillement aussi. Hein? C'est très physique. C'est un métier pour moi qui donne une espèce de processus dans lequel on s'investit, mais tout le corps au complet. Hein. C'est même plus physique que le dessin. Alors, c'est sûr que quand on fait le dessin, c'est plus près du dessin, mais c'est tout un métier pour poncer, imprimer et tout. L'arrivée des nouvelles technologies, ça a bouleversé tout ce monde-là. Comme toujours, chaque fois qu'il arrive une nouvelle technologie, ça oblige les autres à se redéfinir. Oui, c'est curieux parce que, il y a le mécanisme de défense. Tout le monde se dit, non, ça, c'est pas de l'estance, c'est pas de l'art. Il y en a qui vont aller carrément dans la nouvelle esthétique. Bon, on va prendre un exemple, la photocopie, par exemple. Tous les artistes, les pionniers, eux autres, ils s'en vont, puis ils prennent la machine, puis ils essaient de trouver qu'est-ce qu'il y a à sortir de nouveau au plan esthétique. Par contre, un peu plus loin, quand l'esthétique a été développée, tu as ceux qui vont penser leur médium, ils vont revenir vers un médium traditionnel, mais ils vont la repenser autrement parce que il y a d'autres choses qui s'est développées au plan esthétique et ils se disent, mais je pourrais peut-être faire des images qui partent de la photocopie, puis que là, ils reviennent vers la gravure sur bois. Même chose avec l'informatique. Il y a beaucoup d'artistes maintenant qui ont fait des images informatiques qui appliquent dans la peinture conventionnelle, traditionnelle. Oui. Ils se servent peu à peu de cet outil pour concevoir leur image, mais ils retournent vers une pratique plus traditionnelle. Mais la pensée est toujours bouleversée par les nouvelles
les nouveautés, les nouveaux procédés. Je pense qu'il faut être très ouvert aux nouveaux procédés parce que c'est eux qui renouvellent toutes les formes d'art. Il n'y a pas d'élimination de quelque procédé que ce soit, mais par contre, pour renouveler une esthétique, il n'y a rien de mieux qu'une nouvelle technique ou une nouvelle technologie. Donc, il faut être ouvert à un élargissement de notre champ d'application. On fait la différence aujourd'hui entre l'artisanal puis la machine. J'ai envie de dire, oui, mais au début, tout était artisanal. Oui. Et je dirais même qu'à l'époque, c'était des enlumineurs qu'il y avait avant, donc ils faisaient leur image une par une. Alors, eux autres, quand ils ont vu arriver les trucs avec des matrices, ils devaient trouver que c'était eux qui faisaient de l'artisanal, l'autre, c'était de la machine. Pour moi, les nouvelles machines, c'est toujours des nouveaux outils qu'on peut se réapproprier, dans lesquels on trouve des nouvelles choses. Ce qui nous amène d'ailleurs au grand noyau du problème en estampe, c'est de distinguer l'estampe originale d'une reproduction. D'une reproduction, oui. Quel conseil tu donnerais aux collectionneurs? Le premier, c'est de faire attention à ça. Le premier, c'est de faire attention à ça. Toute forme d'art demande d'essayer de s'informer sur l'artiste. Un peintre qui fait de la peinture et qui fait faire des reproductions de ses peintures, c'est sûr que les reproductions coûtent beaucoup moins cher, mais c'est pas parce que la reproduction est signée, par exemple, la reproduction d'une peinture qu'elle est signée que ça va donner une œuvre originale. Ben oui, c'est ça. Moi, j'ai témoigné en cours supérieur là-dessus parce qu'il y avait un artiste qui a fait des reproductions bien faites, mais c'est des posters. Ils sont signés à la main au plomb, une par une, mais signer à la main et numéroter des posters, ça donne aucune valeur. Sauf que ça, c'est un truc pour... C'est un petit peu de faire semblant que c'est d'autres choses pour essayer d'augmenter la valeur. Donc, c'est un procédé qu'on dénonce toujours. Puis j'ai rien contre les posters, là, puis j'ai rien contre les peintres qui font faire des reproductions de leurs peintures, mais dans le sens où ça devrait être nettement identifié que c'est fait d'après la peinture, et puis quelqu'un qui dit « j'ai pas les moyens de me payer la peinture », qui soit heureux avec au prix où tu l'as payé, c'est merveilleux. Mais pas un poster à 700 $. Ah oui, j'ai vu des collectionneurs en acheter à 1000 $, puis c'était des reproductions, mais t'es mieux de trouver à le revendre, par exemple. Si tout à coup, il n'y a plus de preneurs, ça va s'effondrer. La valeur est relative en art. On pense bien sûr qu'il y a des valeurs absolues, là, mais elles ne se créent qu'exceptionnellement. Le collectionneur, il doit construire sa collection. Ça, c'est important pour moi chez le collectionneur, d'avoir le goût, le plaisir d'amasser les pièces une par une et peut-être de se donner un but, d'avoir un beau répertoire, par exemple de gravures sur bois ou de gravures d'une telle époque. D'un sujet, c'est quand même. Ou d'un sujet. C'est ça qui donne souvent de la valeur à une collection. Il y a des œuvres individuelles, donc elles sont constituées comme un tout. Et bien sûr qu'un vrai collectionneur d'estampes, bien sûr, élimine les reproductions. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des artistes qui vont utiliser des procédés de reproduction pour créer des œuvres d'art originales. Mais dans ce cas-là, pour un collectionneur, aussi bien d'attendre qu'il soit très connaisseur des grands noms et donc, du procédé, fréquenter les galeries. Et se faire une idée et poser des questions aux galeristes, rencontrer des artistes. Oui, la connaissance est extrêmement importante. Comme pour les actions. Comme pour les actions, quand les gens se marient puis disent, c'est quoi une valeur sûre en art? Est-ce que vous réussissez à demander à un courtier quelle est la valeur sûre et qui peut vous donner le tuyau? Et puis ça ferait effondrer finalement cette action. Donc, il faut bâtir sa connaissance. Bien sûr, on va parler des fois par rapport à l'œuvre d'art du coup de cœur. Mais il faut penser que la fréquentation de l'art et quelquefois le fait d'apprivoiser plus longuement l'œuvre d'un artiste va finir par nous donner une appréciation. Alors au début, elle nous inquiète un peu, mais il faut penser qu'elle a inquiété l'artiste lui-même dans son processus. On le disait tantôt. Donc, je pense que le collectionneur doit s'apprivoiser lui-même, doit apprendre à élargir ses vues, fréquenter beaucoup les œuvres d'art et apprendre à les connaître, je pense. C'est ça qui amène à constituer des ensembles avec lesquels il est très agréable de vivre.
Ce qui est intéressant dans l'ensemble, c'est son intimité. C'est le fait de pouvoir vivre dans nos salons. Vivre avec l'art, vivre avec. On gagne à découvrir l'estampe originale. Toujours un petit peu étonnée de voir les gens s'acheter des affiches très éphémères, alors que des fois, les gens vont mettre un prix de fou dans leur salle de bain sur le marbre du comptoir. Pour une portion de ce prix-là, ils auraient une œuvre d'une grande richesse, d'une grande originalité sur le mur. J'ose espérer que les Québécois vont s'éveiller à la richesse poétique. On y travaille. On y travaille. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. C'était très agréable. Merci beaucoup. Merci. Vous écoutiez Le Bon Côté du Micro, Richard Sainte-Marie aux entrevues et à la réalisation, René Taillefer, conseiller au choix musical. Je vous remercie d'être à l'écoute. À la prochaine.